Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 24 avril 2024. Il s'appelle ce matin Tesla vend du rêve, Kering broie du noir. Une seule statistique vous comble et tout est oublié, on pourrait dire, dans une médiocre adaptation de Lamartine. La publication hier d'indicateurs économiques négatifs aux États-Unis a en effet semblé valider le rebond esquissé lundi. Dit comme ça a l'air un peu contre-intuitif, et ça l'est d'ailleurs, mais je vais vous expliquer pourquoi juste après. On va aussi beaucoup parler de deux grands malades de la cote ce matin, Tesla et Kering. Je n'avais pas sorti depuis longtemps de mon chapeau le concept de marché qui dit qu'une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle. Plus précisément, il faudrait dire une mauvaise nouvelle économique est une bonne nouvelle pour les marchés actions. Et plus précisément encore, une mauvaise nouvelle économique aux États-Unis est une bonne nouvelle pour les marchés actions parce qu'elle peut suggérer une politique monétaire plus souple, donc des taux plus bas, donc de l'argent plus abondant et meilleur marché. C'est donc un petit peu ce qui s'est passé hier aux États-Unis. Les indices d'activité PMI avancés du mois d'avril ont montré que la vigueur des services s'affaiblit et que la dynamique manufacturière est passée en zone rouge. Il n'en fallait pas plus pour que le marché action tire une conclusion hâtive. La situation économique se dégrade, la Fed ne pourra pas laisser ses taux aussi élevés trop longtemps. Une mauvaise nouvelle est donc une bonne nouvelle. Le raisonnement est plutôt fragile bien sûr et pose une fois de plus la question de la surréaction des marchés au moindre indicateur un peu déviant. Cela n'a pas empêché le Nasdaq 100 de reprendre 1,5% après avoir déjà gagné 1% la veille, ce qui veut dire que le trou d'air de vendredi, quand l'indice avait perdu 2%, a été effacé. On est à peu près sur le même scénario pour le S&P 500, il est remonté de 1,2% hier après avoir déjà rebondi la veille, il a donc lui aussi effacé sa perte de vendredi. En Europe, la reprise des places boursières avait déjà démarré avant celle de Wall Street, sans doute parce que le vieux continent pense que la Banque Centrale Européenne n'a pas les mêmes contraintes que la Fed pour commencer à assouplir sa politique monétaire. À l'image du CAC 40, plusieurs indices continentaux ont glané hier une 4e hausse en 5 séances. Le FTSE britannique a même été reçu 5 sur 5 pour crever un nouveau plafond. D'ailleurs, à ce titre, si ça vous intéresse, mes confrères d'Alphaville dans le Financial Times ont pondu 6 graphiques qui montrent que le FTSE n'est pas vraiment au plus haut sur plusieurs métriques. Comme d'habitude, vous avez le lien dans la chronique écrite. Les marchés actions se sont donc remis la tête à l'endroit hier, même si les rabat-joie de l'obligataire continuent à leur dire « Ne prenez pas vos rêves pour des réalités sur la politique monétaire, les indicateurs PMI n'ont pas encore changé la donne ». Il est vrai que le marché des titres à revenu fixe est un petit peu plus dur à bouger que celui des agiles actions. Le taux du 10 ans américain est donc resté perché au-dessus de 4,6%. Pendant ce temps, les publications d'entreprises continuent avec en entrée ce soir Meta Platforms, en attendant le lendemain Microsoft et Alphabet. Mais c'est Tesla qui a joué les amuse-bouches hier soir. Suite à la publication des résultats du premier trimestre, le titre flambait de 13% hors séance. Je rappelle quand même qu'il a perdu 40% de sa valeur depuis le début de l'année. Ce qui est sûr, c'est que les chiffres étaient encore plus mauvais que prévu, avec des ventes en baisse, une marge opérationnelle au plancher et une consommation de trésorerie très élevée. Le marché s'attendait à la catastrophe, donc pas de surprise de ce côté-là. En revanche, le rebond s'est nourri des incantations d'Elon Musk. Le dirigeant a confirmé que Tesla va accélérer ses efforts pour sortir des véhicules meilleur marché plutôt que prévu, et ça a remis en selle la fameuse voiture à bas prix que les rumeurs disaient compromise. À moins que ce ne soit des versions moins chères des véhicules actuels, en tout cas tout cela n'est pas bien clair, mais les incantations ont pris le dessus sur les chiffres pour offrir une reprise à l'action. Avec une valorisation de 60 fois le profit cash attendu en 2025, il va quand même falloir se montrer un petit peu concret à un moment ou à un autre pour justifier une telle capitalisation. Pour rester dans le registre des entreprises convalescentes et revenir en Europe, le patient Kering est toujours en soins intensifs. Le groupe avait prévenu à la mi-mars que ses ventes du premier trimestre seraient indigentes. Le management avait oublié de dire que les résultats le seraient aussi. Par contraste avec la résistance d'un LVMH ou d'un Hermès, Kering a perdu pied en début d'année. La menace pesait depuis un moment sur Gucci. Il est vrai, Gucci c'est la marque amirale du groupe, elle est déclassée par rapport à ses rivales depuis quelque temps. L'analyste de Bernstein, Lucas Solka, résume assez bien la situation ce matin. Il rappelle que le marché pensait que l'avertissement de mars constituait une réinitialisation des anticipations alors que la barque n'avait manifestement pas encore été complètement chargée. La transformation de Gucci est plus difficile que le marché ne le pensait et plus coûteuse évidemment. Concrètement, le résultat opérationnel de Kering au premier semestre sera inférieur de 40 à 45% à celui de la même période de 2023, ça fait quand même des ordres. De ce que je peux voir sur les plateformes alternatives ce matin, l'action Kering pourrait démarrer la séance en baisse très marquée, on est sur des baisses de 8 à 9%. Hier soir, sur le marché libre américain, l'action Kering perdait 6,7%. Pour garder une attitude positive, les analystes qui suivent le dossier notent les bonnes performances de Bottega Veneta, de Boucheron ou encore de Balenciaga, et ils insistent sur le fait que le groupe évite de dégrader la valeur de Gucci en se lançant dans du déstockage massif. L'objectif de Kering reste de valoriser la collection du nouveau designer
designer Sabato de Sarno qui sera pleinement déployé chez Gucci au 3e trimestre. En attendant, Kering est vraiment dans le dur. Ailleurs dans l'actualité, les publications de résultats d'entreprise seront très nombreuses en Europe et le seront encore aux États-Unis à partir de midi. Je vous rappelle que le mercredi et le jeudi concentrent généralement le plus d'annonces durant les périodes de communication de résultats trimestriels en bourse. Mais on va en parler juste après. En Asie-Pacifique ce matin, on prend le sillage de Wall Street. Le Japon, Taïwan, la Corée du Sud et Hong Kong en profitent pour s'offrir de très gros rebonds. On est sur des gains de 2% voire plus. La Chine continentale et l'Australie sont à peine à l'équilibre pendant que l'Inde gagne environ 0,5%. Les indicateurs d'avancée européens ont recommencé à n'envisager que la hausse à l'ouverture. Allez, on passe sur le volet entreprise avec en France, on a pas mal de résultats ce matin, j'en signale quelques-uns, précisément Air Liquide qui confirme ses perspectives pour 2024 malgré un T1 un petit peu compliqué. Big vise une hausse de ses revenus 2024 comprise entre 5 et 7%, on a aussi les chiffres d'ID Logistics, d'Ipsen, de Kering donc j'en ai déjà parlé, on a Nexans qui confirme ses objectifs 2024, Orange qui répond aux attentes là aussi au T1, et parmi les autres publications du jour, on a vraiment énormément de chiffres, Veralia, Believe, Lectra, Séché, Fnac Darty, Synergie, Covivio, Pierre et Vacances, Voyageurs du Monde, M6, Audacia, Line Data, je ne vais pas toutes les citer, vous pouvez les retrouver dans la partie agenda sur Zone Bourse. Parmi les autres infos du jour, Sanofi aurait demandé à des banques de se positionner pour un spin-off de son activité OTC, on en a déjà parlé par le passé, cette branche serait valorisée 20 milliards de dollars, ce sont des informations de Bloomberg. FH se renforce en Allemagne avec le rachat de la société Ecos, Solution 30 a remporté un beau contrat sur le long terme en Belgique, et Walix a signé un partenariat avec Prianto. À l'international, on a là aussi beaucoup de publications de résultats. On a les chiffres d'ASM International, de Baker Hughes, d'Enphase, de Galderma, d'Heineken, de Roche, de Tesla, de Texas Instruments, de Visa ou encore de Volvo. Parmi les autres actualités, on commence en Europe avec l'UE qui a ouvert une enquête sur les importations de matériel médical chinois, Ithaca Energy qui rachète les actifs de l'italien Eni en mer du Nord et CVC qui étudierait la vente de ses parts dans Ricordati, là c'est selon Bloomberg. Toujours selon Bloomberg, Allfunds abandonnerait les discussions sur une vente potentielle. Enfin, Temnos a nommé Jean-Pierre Brulard au poste de directeur général à compter du 1er mai. Sur l'agenda des publications en Europe, on a Roche, Air Liquide, Iberdrola, Atlas Copco, Heineken, Eni, Lloyds, Reckitt, Orange, Assa Abloy, Michelin, Moncler, Eurofins ou encore Carrefour. Du côté des deux continents américains, Tesla dépose une notification pour 2700 licenciements au Texas, IBM serait proche de racheter HashiCorp selon le Wall Street Journal et l'entreprise de défense américaine L3 Harris réduit ses effectifs de 5%. Par ailleurs, les négociations entre Boeing et Spirit Aero butent sur la question d'Airbus et Microsoft lance un programme d'IA allégé. Les principales publications du jour outre-Atlantique, Meta, Thermo Fisher, IBM, ServiceNow, Lam Research, AT&T, Boeing, Boston Scientific, Waste Management ou encore General Dynamics, Vale, CME Group, Chipotle ou encore Ford. En Asie-Pacifique, on a aussi des résultats, notamment Ping An Insurance, Hindustan Unilever, Chugai, Canon, Fanuc ou encore Fortescue. Voilà, c'est terminé pour ce matin. Beaucoup d'actualités et de résultats des sociétés donc. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.